السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. إذا أواصل قراءة هذا الكتاب اللي هو بعنوان Fait d'école de François Dubé, la sociologie الفرنسي. Chapitre 8. L'avenir est-il derrière nous? Réforme ou contre-réforme? En février 2008, le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, a proposé une nouvelle réforme de l'école élémentaire. Cette réforme part d'un constat et de deux grandes orientations. Le constat est maintenant connu après avoir longtemps été ignoré. Notre école n'est ni très efficace ni très équitable. L'école élémentaire produit près de 25% d'élèves incapables de lire, d'écrire et de compter convenablement, et l'on peut en augurer de grandes difficultés pour la suite de leurs études. La première grande réponse proposée par le ministre est donc de resserrer les ambitions de l'école sur des apprentissages et des compétences jugées essentielles. Ce principe ne peut guère être contesté si nous pensons qu'il est indispensable que les élèves maîtrisent un socle commun de connaissances. Donnons-nous les moyens de l'exiger. La seconde grande orientation, plus pédagogique, tient plutôt d'une contre-réforme. On en appelle au retour vers les bonnes vieilles méthodes des années 1950, par cœur. Leçons de morale, vouvoiement, etc. Ainsi, les activités plus créatives se partageront environ 3 heures par semaine. Ce dernier point, qui semble répondre à la demande conservatrice de nombreux maîtres d'école, d'une grande partie de l'opinion et de quelques intellectuels, est bien plus contestable. Il se fonde sur l'existence d'un âge d'or de l'école française vers lequel il faudrait revenir. À l'encontre de 30 années de changements incontrôlés. Or, cette école parfaite ne l'était que pour une part des élèves. Plus de la moitié d'entre eux n'atteignaient pas le certificat d'études. Une partie des autres étaient tenus pour des cancres plus ou moins poétiques, et la plupart n'attendaient pas que leur diplôme leur donne accès à l'emploi. Il est vrai que l'école élémentaire des années 1950 n'était pas la propédeutique du collège et du lycée auquel n'accédait qu'une petite moitié des élèves. Beaucoup plus gênant encore, ce retour vers un passé disciplinaire ignore bien des résultats d'enquêtes internationales montrant que les élèves français ne sont pas seulement relativement faibles, ils sont aussi particulièrement peu créatifs et peu confiants. Un ouvrage récent montre à l'évidence que les jeunes Français âgés de 15 à 29 ans sont de tous les jeunes des pays comparables, à l'exception des Japonais, ceux qui sont les plus pessimistes, alors que la situation économique ne le justifie pas à elle seule. Cet ouvrage montre aussi que les jeunes Français sont ceux qui ont le moins confiance en eux, le moins confiance dans les autres et dans les institutions. Ils sont également les seuls à penser qu'il est plus important d'apprendre à obéir que d'apprendre à être autonome. Enfin, d'autres enquêtes internationales, PISA, indiquent que les élèves français n'osent pas prendre des risques quand ils ne sont pas sûrs, qu'ils ne travaillent pas facilement avec les autres, qu'ils n'osent pas interroger leurs enseignants quand ils ne savent pas. Même s'il n'y a aucune raison a priori d'imiter les autres systèmes éducatifs, qui n'ont pas toutes les vertus, il n'y a pas de raison de se réjouir de voir que la défiance et la faible estime de soi sont parmi nos caractéristiques nationales les plus fortes. Dans tous les cas, ces travaux et quelques autres démontrent que nous vivons dans une véritable illusion post-68. Sous prétexte que les enfants ont tutoyé
les maîtres, que les tables ont été mises en rang et que les blouses grises ont été abandonnées, beaucoup se sont mis à croire et à répandre l'idée d'une école envahie par l'anarchie, le jeu, le, le jeunisme, les délires pédagogistes, de la même manière que certains ont vu dans la messe en français la fin de la vraie foi. Néanmoins, la manière de faire la classe n'a guère changé, ou pas autant qu'on le pense. Les redoublements massifs sont un de ces traits nationaux que le monde entier ne nous envie pas. Il y a belle lurette que le climat des salles des profs est plus autoritaire que libertaire, et que la majorité des enseignants restent hostiles au collège unique installé pourtant depuis 1975. Comme l'indiquent avec constance les sondages commandés par les syndicats eux-mêmes, comparé à bien des pays, la place des parents reste toujours aussi marginale. Les droits des élèves sont toujours aussi résiduels, nous apprend la belle enquête de Pierre Merle, Merle 2005. L'orientation par l'échec reste la règle et le défouloir des blogs nous révèle que la nostalgie de la gifle éducative fait l'unanimité à la suite de la mise en examen d'un enseignant. 6 mai 68 a jeté un pavé dans la mare. Les eaux se sont vite refermées et il s'est forgé un air du temps d'autant plus conservateur et d'autant plus homogène qu'une grande partie de la gauche et de l'extrême gauche y participe en dénonçant, dans toutes les réformes pédagogiques, la main cachée d'un complot néolibéral. En quelques années, l'école de classe, l'école de la reproduction est devenue l'école de la République et de la nation, qu'il nous faut protéger contre la globalisation. Ainsi, nous ne pourrions changer qu'en ayant l'œil rivé sur un passé scolaire mythifié comme le deviennent les batailles qui ne sont comptées que par les vainqueurs. L'institution républicaine. Notre difficulté à concevoir l'avenir du système scolaire, autrement que par un appel incantatoire au passé, s'explique par la place de l'école dans la construction de la France républicaine moderne. À la fin du XIXe siècle, l'école de la République n'a pas été simplement construite comme un appareil dévolu à l'alphabétisation des jeunes et à la modernisation de la société. Elle a été pensée comme l'organisation chargée d'instituer la République, de la même manière que l'Église avait été chargée d'instituer les chrétiens. En ce sens, elle devait conquérir les esprits au nom de la raison, du progrès et de la citoyenneté républicaine. Mais pour accomplir ce projet, l'école républicaine a repris l'ensemble du dispositif symbolique et du programme institutionnel de l'école religieuse qu'elle combattait. L'école a été perçue comme le vecteur de valeurs transcendantes et sacrées, à l'instar de celle de l'Église, bien que non religieuse. Dans ce contexte, les enseignants, et notamment les instituteurs, ont été définis par leur vocation, par leur capacité à incarner les principes de l'école. Comme les églises, les écoles ont été pensées comme des sanctuaires protégés des désordres et des passions du monde tels que la sexualité, l'argent, les demandes économiques et professionnelles. Enfin, le modèle éducatif lui-même, emprunté à la vieille tradition selon laquelle la soumission de l'élève à une discipline rationnelle était la meilleure voie d'accès à l'autonomie et à la liberté. Il suffit de comparer ce modèle à celui des pays anglo-saxons par exemple, pour en voir la force et la singularité. La massification scolaire et la modernisation de la vie sociale ont profondément déstabilisé ce programme institutionnel. Et il y a bien loin des principes aux pratiques. Mais notre imaginaire scolaire et peut-être plus encore notre identité nationale ont été forgés par ce modèle, fixant la nature de l'autorité des maîtres, l'inscription de l'école dans la société, les contenus et des programmes et la dignité des biens de salut que sont les diplômes.
Le métier d'enseignant n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était voilà un siècle, et comme ce métier est devenu bien plus difficile au fur et à mesure que l'école, la société et les élèves se transforment, l'imaginaire de l'école républicaine en acquiert d'autant plus de force, y compris chez ceux qui n'ont jamais connu l'école de Jules Ferry. Dès lors, les problèmes scolaires sont enserrés dans un climat de théologie républicaine dans lequel tous les problèmes pratiques sont vécus comme des problèmes de principe et d'identité. Toucher au dispositif scolaire, c'est porter atteinte à la nation, à la raison, à la culture, à la République. Et au bout du compte, peu importe les faits, alors que des pays qui ont moins misé sur l'école que la France ont montré des capacités pragmatiques à se réformer. Nous sommes comme titanisés face à un système bien plus sacré que nous le croyons souvent. On peut toujours discuter de mille aménagements techniques, mais quand les dispositifs techniques sont d'abord conçus comme des supports de symbolique sacrée, la querelle sur les moyens devient une querelle sur les fins et l'on ne peut les mettre en cause sans porter atteinte à l'image que nous avons de notre identité nationale. Ainsi avons-nous vu fleurir des querelles entre républicains et pédagogues, dont le décodage appelle moins des options pratiques que des affiliations idéologiques et des identifications imaginaires à l'école républicaine. En même temps, cette école se transforme profondément en s'adaptant aux nouvelles contraintes. Les établissements sont plus autonomes. La vieille discipline s'est détendue face à une adolescence plus autonome. Elle aussi, les formations professionnelles se sont multipliées, etc. Cependant, toutes ces mutations ne se sont pas véritablement vécues comme un projet. D'abord portées par des militants pédagogiques, elles sont maintenant perçues comme des concessions, des adaptations nécessaires et plus souvent encore comme des engagements personnels de quelques enseignants ou comme les lubies de quelques ministres. Cette marche en crabe de biais vers les transformations de l'école fait que euh, la distance entre les pratiques imaginaires ne cesse de se creuser et que les enseignants en souffrent considérablement car ils ont toujours l'impression de renoncer à une vocation plutôt que de s'engager dans une perspective claire. Aussi, le monde scolaire est-il dominé par la critique, la plainte et le sentiment d'être emporté par une crise irrépressible. Les élèves ne sont pas au niveau, les familles ne jouent plus le jeu, la culture de masse menace celle de l'école, le prestige professionnel se dégrade, etc. Aux yeux de ces acteurs, l'école ne se transforme pas volontairement, mais parce qu'elle est obligée de le faire. Au bout du compte, chacun a le sentiment d'être soumis aux injonctions contenues des réformes sans que ces contraintes dessinent clairement l'école de l'avenir. La force des intérêts. La longue période de massification a été portée par un projet de démocratisation faisant passer l'école du modèle de l'élitisme républicain à celui de l'égalité des chances. L'élitisme républicain reposait sur une séparation sociale des élèves, permettant aux meilleurs des élèves du peuple de s'élever par leurs talents et leurs vertus. L'égalité des chances suppose que tous les élèves s'engagent dans la même compétition et soient sélectionnés en fonction de leur mérite. La création du collège unique et la multiplication par 4 du nombre de bacheliers au cours des 40 dernières années ont installé un nouveau modèle de justice scolaire. Or, ce modèle a déçu. Bien sûr, si l'on compte en taux brut, nous avons connu une démocratisation absolue et le nombre d'enfants, d'ouvriers titulaires d'un baccalauréat a explosé. Mais si l'on compare les types de baccalauréat et les carrières scolaires, les inégalités se maintiennent à l'intérieur du système scolaire. Pire, elles semblent parfois se creuser. Le passage de l'école
républicaine à l'école démocratique de masse a eu deux conséquences imprévues. La première tient au fait que les diplômes, en se multipliant, sont devenus un passeport de plus en plus indispensable à l'entrée dans la vie active, ce qui n'était pas le cas quand la majorité des élèves quittaient à l'école au terme de la scolarité obligatoire et ne comptaient pas sur l'école pour trouver un emploi. Ce mécanisme a fatalement développé une forme d'utilitarisme scolaire, chacun étant conduit à développer les stratégies les plus rationnelles et les plus rentables. La seconde conséquence est une mise en concurrence de tous dans le but d'obtenir des biens scolaires dont la valeur exige de plus en plus d'études. Et en résulte une hiérarchie fine et continue des établissements, des filières et des disciplines, un développement des formations privées, une explosion des pratiques de renforcement. Cours privés, aide aux devoirs, appel à la mobilisation des parents. Si l'on considère que l'école publique et privée fonctionne comme un marché sur lequel chacun est en concurrence avec tous, force est d'admettre que ce marché n'est guère plus équitable que l'ancien clivage républicain entre école du peuple et lycée bourgeois. Pour des raisons tenant au capital culturel des familles et à leur capacité stratégique, l'école avantage les favorisés. Alors, est plus douce parce que l'offre scolaire joue un rôle non négligeable dans la formation des inégalités scolaires. Différence entre les établissements transferts financiers favorables aux bons élèves et donc aux plus favorisés socialement dans la plupart des cas. Au final, alors que l'école est formellement plus juste aujourd'hui qu'hier, elle apparaît sensiblement plus injuste et toutes les réformes en appellent à la justice du système scolaire. Mais ces appels se heurtent à la concurrence féroce des intérêts des familles. Concurrence d'autant plus dure que chacun sait bien que dans notre société, l'avenir des enfants se joue principalement à travers leur capacité scolaire. Ainsi, les groupes qui bénéficient des injustices du système scolaire sont-ils peu disposés à voir se transformer les règles du jeu qui leur sont si favorables. Il est bon de rappeler que l'égalité des chances suppose en principe que les mieux placés aient la courtoisie de laisser un peu de place aux nouveaux venus. Or, il se fait de voir les pratiques réelles des acteurs pour se convaincre que ce n'est pas le cas. L'appel au grand principe ne pèse pas lourd quand chacun a le sentiment de jouer l'avenir de ses enfants. Les enseignants eux-mêmes, et ce n'est pas leur jeter la pierre que de le dire, ne sont pas indifférents à ce jeu puisque leurs propres enfants tirent en général assez bien leur épingle de jeu scolaire tel qu'il est. Alors bien, des résistances n'ont rien d'idéologique dès qu'il est question des filières qui font la différence, de la définition locale des cartes scolaires ou encore de la mise en place d'une culture commune au collège. Ce n'est pas être d'un cynisme radical ou que de démasquer des intérêts sociaux qui se cachent derrière les grandes idées, partagées entre des aspirations à la justice scolaire qui n'ont a priori rien d'hypocrite et des intérêts particuliers qui n'ont rien de condamnable. La définition d'une nouvelle école est bien difficile à formuler. Elle est d'autant plus difficile à faire émerger que les perdants du jeu scolaire ont largement intériorisé leur indignité et ne se sentent souvent ni en droit ni en mesure d'intervenir dans les débats scolaires qui restent circonscrits au monde des élus de la sélection scolaire. On observera par exemple que les confédérations syndicales de salariés interviennent traditionnellement peu sur les questions scolaires, alors même que les salariés restent déterminés par leur capital scolaire. On s'étonnera même de leur silence relatif face à l'orientation scolaire des futurs ouvriers et des futurs employés par leurs échecs scolaires plus que par leur goût ou leurs compétences.
Située au centre du mécanisme de distribution des individus dans la hiérarchie sociale, l'école met en jeu tant d'intérêts sociaux qu'elle est presque fatalement conservatrice, chacun ayant plus peur de perdre que de gagner. Ceux qui pourraient avoir intérêt au changement ne se sentent pas le droit, ne se sentent pas le droit d'intervenir ou craignent de se voir dépossédés du peu qu'ils acquièrent. Ce sont par exemple des étudiants des filières les moins rentables, les plus faibles et les plus maltraités de l'université qui refusent obstinément la plupart des réformes, tout en n'étant guère scandalisés par les privilèges des classes préparatoires et des grandes écoles. Les enjeux de l'autorité. L'école républicaine française a été le produit d'une volonté politique exceptionnelle et d'un projet de civilisation. 130 ans après sa naissance, cette école s'est transformée tout en refusant de changer et a observé les coûts et les risques politiques de chaque réforme. On ne saurait jeter la pierre aux ministres de droite et de gauche qui se sont succédés depuis 30 ans, rappelant le sort funeste de Claude Allègre, celui guère plus heureux de Luc Ferry, ou bien encore le mois de grève provoqué par la réforme de François Fillon, désirant répartir autrement le poids du contrôle continu au baccalauréat. Réforme dont on admettra qu'elle n'était pas décisive, d'ailleurs personne ne s'en souvient. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si le système éducatif français est administré et assez bien, il semble échapper aux politiques dans un pays où la critique de l'école est une sorte de sport national. Imaginons cependant que nous retrouvions une capacité politique et que sous la pression des enquêtes internationales qui ne nous sont guère favorables, sous celle des désordres scolaires qui s'installent dans les banlieues, sous celle aussi de l'ennui des élèves et des difficultés des enseignants, nous décidons de faire l'effort de définir une école qui soit meilleure pour éviter le risque du ridicule attaché à une question aussi ambitieuse. Commençons par circonscrire non pas des solutions mais des problèmes. Ces problèmes peuvent se regrouper autour de la question de l'autorité que mai 68 aurait mise à mal. Question essentielle parce que toute éducation suppose une adhésion et que mai 68 est le symbole d'une rupture de ce consentement à l'école, mais aussi dans la vie politique, dans la famille et dans l'entreprise. Les lois sur la famille ont changé. Le management des entreprises est devenu plus subtil et peut-être plus cruel. La grande figure autoritaire communiste des mouvements sociaux a laissé la place à des mouvements plus éclatés et plus autonomes. L'école, quant à elle, semble désarmée et ne parvient pas à se défaire de ces nostalgies, y compris chez eux, qui soutiennent la libéralisation des mœurs et qui aspirent une vie politique plus démocratique. La justice scolaire. Moins l'école tire sa légitimité des principes sacrés qui fondent l'adhésion et plus on s'éloigne du programme institutionnel, plus cette légitimité doit être fondée sur des principes civiques et sur la justice de l'institution. Je n'obéis plus au maître parce qu'il incarne le sacré, fut-il laïque, mais parce qu'il est juste, ou plus exactement parce que l'école est juste. Sur ce point, il semble y avoir une adhésion au principe de l'égalité des chances comme principe équitable de régulation de la concurrence entre les individus tenus pour libres et égaux. Cependant, cette adhésion repose sur une certaine paresse intellectuelle. Non seulement l'égalité méritocratique des chances est particulièrement difficile à construire dans une société inégalitaire, mais son accomplissement suppose de distinguer des vainqueurs et des vaincus
Et il n'est pas besoin d'être un sociologue savant pour observer que les vaincus ne sont pas disposés à jouer paisiblement un jeu où ils ont toutes les chances de perdre. Le climat des établissements de banlieue et l'incendie de quelques-uns d'entre eux suffisent à le rappeler. Aussi doit-on conduire une double politique. D'une part, il faut construire les conditions de l'égalité des chances en accroissant l'égalité de l'offre scolaire, voire l'équité de cette offre, en développant prioritairement la qualité de la formation scolaire dans les zones les plus fragiles. Les quelques moyens supplémentaires accordés aux ZEP n'y suffisent pas. D'autre part, et surtout, il faut se soucier du sort des vaincus et des plus faibles. Une école juste n'est pas seulement celle qui permet à plus d'enfants du peuple de se hisser vers l'élite, c'est aussi une école qui améliore sensiblement le sort des plus faibles. Cela exige de faire de l'acquisition d'une culture et de compétences communes un impératif, même si les potentiels vainqueurs y voient toujours le risque d'un renoncement et d'une chute du niveau, mais que nous importerait d'avoir quelques brillants sujets si la majorité ne savait pas lire. Chacun s'accordera sur ces principes. Toutefois, cette politique reste timide et comme cachée derrière des politiques de soutien scolaire qui sont surtout une manière de ne pas affecter les mécanismes centraux de l'école, on pourrait d'ailleurs reprocher à Xavier Darcou de ne pas attacher plus résolument l'école élémentaire au collège, ce qui assurerait ainsi la vocation d'une école obligatoire, commune et non sélective jusqu'au terme de la scolarité obligatoire. L'utilité sociale. Dans une société où tout le monde va à l'école longtemps, où chacun a intérêt à acquérir le plus de qualifications scolaires possibles afin d'avoir une place dans la société, on obéit au maître si l'on pense que le jeu en vaut la chandelle. Cet utilitarisme scolaire est très souvent condamné, notamment par ceux qui ont acquis une position honorable grâce à leur diplôme scolaire, tout en laissant penser que seul l'amour du savoir guidait leurs études. En revanche, ceux qui ne frôlent pas cette sainteté scolaire ou qui sont moins tartuffes savent que l'on étudie pour obtenir quelque chose, notamment dans un pays comme la France qui a toujours affirmé qu'il devait y avoir une équivalence forte entre le diplôme et l'emploi. Or, avec la massification scolaire d'un côté et la faible mobilité des positions sociales de l'autre, cette équivalence est rompue. Bien des élèves sont menacés de déclassement, d'autres, les plus faibles, pensent que leurs études ne mènent à rien et qu'elles ne sont rentables que pour les meilleurs et les plus favorisés, peu disposés à céder leur place. Dans ce cas, pourquoi accepter les contraintes de l'autorité scolaire si l'on n'y a aucun intérêt? En effet, l'école française est beaucoup plus menacée par le décrochage des élèves que par leur violence. Il faut donc, dès le lycée, redéfinir le rapport de l'école à ses utilités sociales. On peut sans doute imaginer de professionnaliser des formations afin que chacun sache vers quoi il va, mais cela implique la recherche d'une adéquation probablement très difficile à offrir à tous. On peut aussi détendre le jeu en ne faisant de la formation scolaire qu'une modalité parmi d'autres de la formation. C'est alors le thème ordinaire, même qui n'est pour le moment qu'un vœu pieux de la formation tout au long de la vie. Notons toutefois que les pays qui ont choisi cette formule, comme les pays scandinaves, s'en tirent plutôt mieux que nous. La formation scolaire reste relativement libre et générale, alors que la formation professionnelle accompagne les parcours professionnels des individus dont on sait qu'ils seront de plus en plus mobiles, pour ne pas dire flexibles. La difficulté de choisir n'est pas seulement technique, elle est aussi politique et culturelle, car elle suppose que
que l'école perde un monopole ou qu'elle sorte de ses murs, ce que beaucoup perçoivent comme un abandon devant le libéralisme et une manière de livrer la jeunesse au capitalisme et de s'éloigner d'une école républicaine. Et de s'éloigner d'une école républicaine seule habilitée à distribuer les individus de manière juste. Ce choix exigerait aussi que le monde de l'école pense que le mérite scolaire ne soit pas le seul et unique mérite légitime, reconnaissant que ce pas est difficile à franchir quand son métier, son salaire et sa carrière sont encore définis par le succès et les classements des concours. Éducation. Comme le disait Durkheim, qui n'était certainement pas un laxiste pédagogique, l'éducation ne saurait être un dressage, car dans une démocratie, la discipline est un apprentissage de la liberté. C'est en cela que l'école remplit une fonction morale, parce qu'elle associe l'apprentissage des normes sociales à celui de l'autonomie. En ce domaine, l'école républicaine a fait le choix de la tradition selon laquelle l'obéissance à des normes universelles engendre la liberté. Il en résulte une nostalgie des leçons de morale et des rites disciplinaires, alors que l'expression personnelle, la créativité et le travail collectif en sont largement exclus. L'école française visait plus à former les petits bourgeois cultivés que des individus créatifs. Les mille initiatives pédagogiques issues de mai 68 ont essayé de changer ce modèle, mais elles ont perdu la bataille au profit d'un repli sur une tradition scolaire qui, désenchantée, n'est souvent plus qu'un simple désir d'ordre. Désir d'ailleurs peu efficace, tant nos vies personnelles sont éloignées de ce modèle au moment où nous choisissons notre mode de vie, nos goûts culturels, notre type de famille, notre religion et parfois même notre sexualité. En définitive, alors que nous sommes de plus en plus démocrates et individualistes, nous sommes attachés à une école républicaine peu centrée sur les élèves eux-mêmes. Rappelons l'hostilité philosophique provoquée par l'affirmation de l'élève au centre du système au profit de l'affirmation selon laquelle ce sont les savoirs, donc le maître, qui sont au centre du système. Sur ce plan, l'école républicaine, parfois anticléricale, est bien plus catholique qu'elle ne l'imagine, tellement qu'elle n'a jamais fait son Vatican II. Et quelques-uns des intellectuels qui en défendent la pureté ont adopté, sans le savoir, la position de Benoît XIVe. Benoît XVI. Tout changement menace la communauté, la nation, la raison, la culture. Même si l'école n'est pas responsable et moins encore coupable de tout, il faut bien observer qu'elle a les plus grandes difficultés à devenir une école démocratique, c'est-à-dire une école capable de former des individus et des citoyens, préférant garder l'image de la formation du sujet de la République. Car si la République peut s'apprendre par des leçons de morale délivrées d'en haut, la démocratie, elle s'apprend par l'expérience des individus qui se frottent aux autres, à leur culture, à leurs intérêts, à leur personnalité. Il va de soi que cet apprentissage n'est pas sans règles et sans autorité, mais il appelle une transformation de la relation pédagogique. Si nous voulons échapper à la démocratie de la défiance et à l'égoïsme des compétiteurs, commençons à l'école. Quand l'autorité n'est plus sacrée, elle ne peut reposer que sur la recherche du débat, fut-il limité avec des enfants et sur leur consentement, plus que sur leur soumission dont on sait qu'elle provoque toujours une sourde résistance. Comment croire aux vertus de la démocratie dans un espace qui refuse de l'être? Certes, mai 68 n'a pas eu tous les charmes
qu'on lui accorde parfois. Ce fut la rencontre incertaine d'un désir de libération personnelle, d'une exploitation d'idéologies radicales souvent sectaires et de revendications sociales longtemps contenues, mais ce caractère composite n'empêche pas que le rejet de mai 68, et notamment du mai 68 scolaire, soit d'abord le signe de notre incapacité à définir l'avenir de l'école. Ce rejet est même un symptôme aussi inquiétant que le furent longtemps la haine de 1848, celle de la Commune et celle de juin 1936. Plutôt que d'en assumer l'héritage et de regarder le monde scolaire en face, nous préférons nous adapter à des contraintes perçues comme inévitables tout en rêvant d'un monde scolaire à jamais perdu. L'appel au man des fondateurs de l'école républicaine devrait moins nous inviter à la nostalgie qu'à l'admiration de leur volonté politique et de leur capacité à se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, nous semblons tous singulièrement dépourvus des vertus que nous admirons tant. إذن إلى هنا أنتهي من نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله نلتقي في الحلقة المقبلة.